Michel Aguilta, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien élève de l'école polytechnique et de ENSAE, l'école nationale de la statistique et de l'administration économique. Vous êtes aussi professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Paris-Nanterre. Enfin, vous êtes conseiller au Centre d'études prospectives et d'information internationale et France Stratégie. Quel plaisir pour moi de vous recevoir. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité, la baisse de la monnaie chinoise sur fond de conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. Depuis le 14 juin, la baisse de 3,3% du renminbi, c'est-à-dire la monnaie chinoise par rapport au dollar, suscite les interrogations des marchés. Parce que c'est la plus importante baisse mensuelle depuis 1994. On parle même de la guerre des changes, c'est-à-dire la course aux dévaluations compétitives. Première question. Certains pensent que cette baisse a été orchestrée par Pékin. Qu'en pensez-vous ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Les taux de change sont dans une période. Les taux de change sont toujours très fluctuants, sauf s'ils sont contrôlés délibérément par des contrôles de capitaux. On sait déjà qu'il y a eu un à-coup très important sur l'échange au mois d'août de l'année 2015. Et elle est toujours précédée par une baisse boursière. Et là, ce qui s'est passé en juin, c'est une inquiétude plus générale sur la croissance mondiale. Et en particulier, il y a une baisse de croissance en Chine. Cette baisse de croissance en Chine, par rapport au premier trimestre, même par rapport aux 4 premiers mois jusqu'en avril, s'est manifestée à partir du mois de mai. On a les données complètes du mois de mai. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de l'investissement et il y a une baisse même de la consommation, des ventes au détail. Et donc, cette réduction de la demande crée évidemment sur les marchés une interrogation sur quelle va être la poursuite de la croissance, etc. Comme ça, donc ça, c'est quelque chose qui on pourrait le dire, est lié à la conjoncture. Parce que la conjoncture mondiale est moins assurée de se maintenir en croissance régulière qu'elle l'était l'année dernière. Et en particulier, vous avez des pays émergents comme la Turquie ou l'Argentine qui sont déjà en grande difficulté. Ça, c'est le premier contexte, si vous voulez. Le deuxième, c'est évidemment les incertitudes liées au rapport entre les États-Unis et la Chine. Et les marchés anticipent ces choses-là comme ils peuvent, puisque la caractéristique de Trump, c'est l'incertitude, c'est créer de l'incertitude. Alors, créer de l'incertitude, c'est évidemment pas favorable au marché, puisque pour eux, ce qu'ils n'aiment pas, c'est ne pas pouvoir anticiper correctement le futur. D'où cette forte fluctuation. Alors, d'où cette fluctuation qu'on constate depuis le début juin, si vous voulez, à partir du mois de mai et début juin. Mais cette baisse, elle est liée à une baisse boursière qui a été importante, 20% de baisse de la bourse chinoise depuis le début de l'année, dont 10% en juin, ce qui veut dire que vous avez eu un choc qui s'est manifesté. Donc ça entraîne probablement des sorties de capitaux, étant donné que la liberté des capitaux n'est pas complète, mais elle est suffisamment importante maintenant pour que des investisseurs financiers fassent des arbitrages entre des placements en Chine ou des placements à l'étranger, et notamment sur le marché des actions. Donc, on peut penser pour l'instant qu'il s'agit d'un trou d'air, comme on dit, c'est-à-dire une baisse temporaire. Oui, on appelle ça comme ça. Une baisse temporaire, comme elle s'en est déjà produit, car les caractéristiques fondamentales de l'économie chinoise, même si elle a ralenti par rapport au premier trimestre, mais c'est que le premier trimestre a été meilleur qu'on pouvait le penser. Il était au-dessus de l'objectif annuel. Il était à 6,8, 6,9% de croissance annuelle. Alors, là, on redescendrait autour de 6,5. Mais 6,5, c'est l'objectif de l'année que le gouvernement a annoncé. Donc, je ne pense pas qu'il s'agisse, en tout cas, aucun indicateur, si vous voulez, dit qu'on est rentré dans un mouvement de baisse continue, quoi, en quelque sorte, et progressif. Donc, il faut plutôt penser qu'avec la politique monétaire, qui vient d'être décidée,
la bourse pourra repartir et le change se stabilise. Il n'a quand même pas baissé beaucoup. Hein. Il est autour de 6,50 actuellement. C'est quelque chose qui a un taux de change assez normal, hein, je veux dire. Mais il était monté plus et donc il rebaisse. Le change, c'est souvent ça. Hein. Donc il ne faut pas s'inquiéter, à mon avis, de ça. Ouais. Mais pourquoi est-ce que les marchés se posent beaucoup de questions? On parle de guerre monétaire, après avoir parlé de la guerre commerciale. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou alors c'est juste on va dire, une peur sans fondement? C'est-à-dire que les marchés se posent une question par rapport au changement de la politique américaine, enfin disons à l'incertitude que provoque la politique américaine. D'une part, et d'autre part, je pense que beaucoup pensent, non sans raison d'ailleurs, que la monnaie chinoise n'est pas une monnaie 100% librement convertible. Pas encore. Pas encore. Justement, c'est pour ça que ils pensent que puisque les autorités monétaires chinoises ont la main sur le contrôle des changes, elle aurait pu intervenir plus ou moins pour justement contrer une forte baisse du yuan par rapport au dollar. Non, oui, mais je veux dire, s'il y avait une forte baisse par rapport au dollar, elle le ferait en intervenant sur les marchés de change, comme elle l'a fait au mois d'août 2015, je veux dire, août 2015. Donc ça, pour l'instant, alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que la Chine a intérêt à diversifier ses réserves de change. Elle a déjà fait d'ailleurs, hein, je crois en 2016. Elle le fait, mais sans le dire, parce que les réserves de change ne sont pas, si vous voulez, la répartition par devise des réserves de change n'est pas connue. Et pourtant, je vais dire, avant 2016, le nombre de monnaies étrangères composant le panier de réserves de change chinoises a beaucoup varié. C'était passé à 13 et depuis janvier 2016, c'est passé, je crois, à 24. Oui, enfin, il faut voir, il doit y avoir sûrement là-dedans des devises avec des toutes petites proportions. Hein, je veux dire, c'est quand même l'euro, le yen, après le dollar, l'euro, le yen qui sont principaux. Et peut-être le franc suisse ou la livre sterling, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans un contexte de rivalité, disons, avec les États-Unis, la Chine a intérêt à diversifier dans la mesure du possible. La mesure du possible, ça veut dire en évitant une trop grande perturbation, évidemment, sur l'échange, de diversifier ses réserves de change. Donc, il est très possible qu'une partie importante, c'est tellement important, une petite partie plutôt, des réserves de change qui sont investies en bons du Trésor américain soit passée, par exemple, sur l'euro. Et donc, ceci entraîne un arbitrage de change. Alors, si ça entraîne un arbitrage de change, ça voudrait dire qu'on devrait constater que le taux de change de la Chine, du yuan, varie plus par rapport au dollar que par rapport au panier de l'ensemble des devises. Si, au contraire, il y avait une faiblesse, si vous voulez, particulière de la monnaie chinoise, elle devrait baisser contre tous les autres monnaies, contre le panier de toutes les autres. Ce qui n'était pas le cas. Et donc, vous voyez, ça donne quand même une bonne indication qu'il y a eu des arbitrages de la Banque centrale. Donc, si je peux en conclure de cette façon-là, je peux dire que, la stabilité de la monnaie chinoise se maintient pour l'instant, même si on a constaté une baisse de 3% depuis le 16 juin. Deuxième chose, les autorités monétaires chinoises n'ont pas intervenu sur le contrôle des changes. Non, elles n'ont pas modifié, si vous voulez. Elles n'ont pas ni durci le contrôle des changes, ni récemment, hein, je veux dire, dans la période. Hein. Ouais. Et donc, c'est plutôt, comme je l'ai dit, un effet de la conjoncture qui est en train de se passer. Récemment, la Chine a vendu une partie de son stock de dette américaine. Et après avoir vendu donc des dollars, hein, elle a acheté justement des devises comme l'euro, voire du renminbi justement. Comment interprétez-vous cette opération? Cette opération, je vous dis, c'est une diversification
ce qu'on appelle le portefeuille d'allocation. Les réserves de change sont censées être un outil de sécurité pour sa propre monnaie dans des situations de crise. Mais le mieux, c'est de les valoriser au mieux possible. Pour les valoriser au mieux possible, dans une situation d'incertitude et où, en particulier, on pense que si on regarde les choses un peu plus loin, dans plusieurs années, le dollar ne sera plus la seule monnaie dominante, etc., on a intérêt à prendre ça un peu à l'avance et le faire par petites touches pour éviter des trop grandes fluctuations de change et puis diversifier, je vous dis, sur les autres devises convertibles. Et ça me paraît assez logique et c'est ce qui permet de dire qu'en effet, si la monnaie chinoise ne baisse pas par rapport au panier de devises complet, que par rapport au dollar pour l'instant, et qu'elle pèse par rapport au dollar, c'est qu'il y a eu de la diversification de portefeuille. Et pourtant, aujourd'hui, du moins, les marchés misent quand même sur la poursuite de la hausse du dollar. Alors, comment expliquez-vous cette hausse du dollar ? La hausse du dollar, elle est liée à la politique américaine qui est menée. C'est-à-dire que la politique américaine a été une politique... les États-Unis ont été en croissance plus rapide que les autres pays développés pendant déjà plusieurs années. C'est-à-dire l'Europe a subi une deuxième crise qui est propre à l'Europe à partir de 2011 avec la Grèce, etc. Les Américains, au contraire, sont repartis à partir de 2010. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, donc ceci fait qu'aux États-Unis, la demande des consommateurs, la demande de l'économie est plus forte qu'ailleurs. La conséquence, c'est que le taux d'intérêt aux États-Unis est plus élevé qu'ailleurs. En effet. Dans les pays développés. Et d'ailleurs, ils ont mis fin à la politique de quantitative easing bien avant l'Europe. Exactement. Mais oui, nous, on n'est même pas encore fini. Ça doit être à la fin de l'année seulement. Dans la zone il euro. me semble que ça a été dit. Non, pas encore. Ça a été dit. Ça a été dit, mais c'est pour pas la encore fin de fait. l'année. D'accord, voilà. Et donc ça, si vous voulez, à ce moment-là, ça veut dire que le rendement à court terme des taux d'intérêt américains est meilleur que celui d'autres monnaies. Et en particulier récemment, puisque le gouverneur de la Banque centrale américaine a dit qu'il allait encore monter sans doute 2 ou 3 fois les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. D'accord ? Donc ça veut dire que il y a une volonté d'aller sur le dollar parce que c'est plus rentable par rapport à des arbitrages à court terme. L'autre élément important, alors ça peut-être, pour l'instant, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire les États-Unis mènent une politique de déficit budgétaire alors qu'ils sont déjà au plein emploi. Par conséquent, on pense qu'il y a une surchauffe, qu'on appelle une surchauffe aux États-Unis. Et ça veut dire que si on regarde les choses qu'à court terme, on a intérêt à y placer. Si on regarde plus loin, on a intérêt à en sortir. Donc, on est un peu dans une situation difficile. Alors, cette situation difficile, pour les Américains, elle se caractérise sur les marchés par ce qu'on appelle l'aplatissement de la courbe des taux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, rien qu'en regardant les taux publics, là on ne regarde pas les taux risqués des acteurs privés, les taux publics. Mais vous avez des échéances d'obligations qui vont jusqu'à 30 ans. C'est ça. Commençant à un jour, en vérité. Et donc, évidemment, oui. Et donc, par conséquent, vous avez une succession de taux d'intérêt dans le temps, Eh bien, cette succession de taux d'intérêt, lorsque on s'aperçoit que ce qu'on appelle la courbe des taux, la pente de cette courbe dans le temps, le taux, par exemple, à 3 mois par rapport au taux 10 ans, définit une pente qui, normalement, est positive. Parce qu'il y a un risque plus important à placer à 10 ans. Exactement. Ce qu'on appelle la prime de risque. Eh bien, lorsque la courbe des taux s'aplatit, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est ce qui se passe aux États-Unis actuellement. La courbe des taux est pratiquement plate. Et ça veut dire, jusqu'à présent, dans les années antérieures, ceci est l'indicateur d'une récession future à venir. Et donc, qui est très probablement... À quelle échéance? Alors, c'est toujours pareil, je veux dire, ces indicateurs-là, ils ne sont jamais très précis. Mais ça peut être à 1 an, 2 ans.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés financiers, c'est-à-dire les acteurs de marché professionnels, connaissent tous ce type d'indicateurs. Et donc, ils peuvent, disons, avoir un jugement d'inquiétude sur l'évolution future de la croissance américaine. Auquel cas, ça se traduit par le fait qu'ils ont intérêt à placer à court terme, puisque les taux d'intérêt sont hauts, mais ils n'ont plus intérêt à rester sur les taux américains plus loin. Ça veut dire que... Et donc ça, c'est quelque chose qui peut entraîner des effets dans le reste du monde, évidemment. Une récession américaine a des conséquences mondiales, si elle s'est produite. Or, n'oublions pas que les États-Unis sont en croissance depuis 8 ans. Or, rarement le cycle économique américain, il y a le cycle économique de la conjoncture, il est rarement plus de 10 ans, c'est un grand maximum. Donc, il va forcément y avoir une récession à un moment ou à un autre. Et la question, c'est de dire, oui, là, j'ai un indicateur, qui est cette courbe des taux, cette pente, là, qui me dit que les choses vont sans doute pas être dans un sens très positif dans les mois qui vont venir, ou d'ici un an, si vous voulez. Ça veut dire que le mouvement acheteur des dollars qu'on a constaté récemment, c'est purement... C'est un mouvement de court terme. C'est purement à court terme et spéculatif. Spéculatif, oui. Enfin, c'est-à-dire que les gens disent, voilà, la tension aux États-Unis est forte. Il y a un taux de chômage qui est extrêmement bas. Donc, les taux d'intérêt à court terme, d'ailleurs, montent. La Banque centrale dit qu'elle veut faire monter ses taux pour calmer cette surchauffe. Mais calmer la surchauffe, c'est souvent l'indice que les choses vont se retourner, quoi, et aller dans le sens d'une récession. Si la courbe des taux l'indique, ça veut dire qu'il y a déjà des agents qui pensent ces choses-là, quoi.